Bienvenue à tous. C'est le chapitre 22 de la série de vidéos Crystal Clear Electronics. Ce chapitre du programme porte sur le traitement des signaux analogiques, ou CAN. Nous le présentons en 3 vidéos séparées. Le présentateur d'aujourd'hui est Joseph Domokos, enseignant à l'université hongroise de Transylvanie Sapienta et responsable du groupe d'études Crystal Clear Electronics au lycée Bolyai Farkas. Merci beaucoup pour l'introduction à Zalán Jurica, un étudiant à l'Université de technologie de Budapest. Avant de plonger dans le chapitre 22, j'ai apporté un système de collecte de données de capteurs que j'aimerais présenter brièvement. Voici les capteurs, et voici le système central de collecte de données. Ce système peut mesurer la température et l'humidité sur 8 canaux. Il peut surveiller la température des réfrigérateurs. Voici un capteur dans ma main. 8 de ces capteurs peuvent être connectés au système. Ce système, commandé par une entreprise, a été conçu pour une thèse d'examen d'état. L'appareil peut enregistrer les valeurs de 8 capteurs, les lire en multiplexé et utiliser un convertisseur analogique numérique. Les capteurs envoient les données via le protocole de communication SPI à un ordinateur Raspberry Pi, qui enregistre les valeurs dans une base de données. Les valeurs peuvent être consultées via une interface web et interrogées sous forme de tableau ou de graphique. Cet appareil est lié au sujet d'aujourd'hui, de telle manière que la plupart du temps, les données des capteurs, bien sûr, si nous parlons de capteurs analogiques, peuvent être lues dans un microcontrôleur à l'aide d'un convertisseur AD. Maintenant, passons au chapitre d'aujourd'hui. Le chapitre 22 a été écrit par Erzsébet Szomorú Osvat et révisé par Gabor Proxa et Gergely Lagler. Partie. Nous sommes souvent confrontés dans la vie réelle au problème où nous voulons mesurer une certaine quantité physique, comme quelle est la température, à quel point la rue est bruyante, de quelle couleur est un pétale, ou combien quelqu'un mesure. Ces valeurs varient généralement dans le temps. Si nous les mesurons en continu, ces quantités peuvent être représentées par des signaux analogiques. Un signal analogique est une quantité physique continue qui est une fonction continue du temps. Cela signifie que le signal analogique prend une valeur à tout moment donné, et cette valeur peut même être différente à chaque instant. Nous voulons que les valeurs mesurées soient affichées, stockées, dans un format convivial, ou transmises à d'autres appareils, comme un ordinateur, un microprocesseur, un FPGA, etc. Pour un traitement ultérieur, puisque ces appareils fonctionnent avec des signaux numériques, la conversion analogique numérique est donc essentielle pour le traitement des signaux analogiques en général. Le signal analogique est une tension à laquelle un nombre est attribué, donc le signal est converti en une série de nombres. Un signal numérique est un signal qui se compose d'un ensemble discret de valeurs. Il ne peut donc prendre qu'un nombre fini de valeurs. La figure montre le signal analogique continu en vert, et le signal numérique prenant des valeurs discrètes en rouge. En pratique, nous devons toujours faire un compromis lors de la conversion des signaux analogiques en signaux numériques, car nous devons choisir la plage et la précision de la mesure. Bien sûr, lorsque nous mesurons quelque chose, nous voulons nous rapprocher le plus possible de la valeur réelle, donc nous voulons minimiser la différence entre la valeur réelle et la valeur mesurée. En d'autres termes, l'erreur de mesure. La plage détermine également la précision de la mesure, c'est-à-dire la résolution. Nous pouvons voir qu'il est important de connaître les paramètres du signal que nous voulons mesurer afin de sélectionner l'appareil de mesure approprié. Par exemple, même si nous voyons la température monter sur l'affichage à mercure d'un thermomètre extérieur traditionnel de manière continue, en raison de l'échelle, la température ne peut être lue qu'avec une précision d'1 degré Celsius ou d'un dixième de degré Celsius. Nous essayons de décrire une quantité continue par sa valeur discrète, c'est-à-dire de la quantifier. Comme montré dans les exemples ci-dessus, de nombreux signaux ne sont pas disponibles sous forme de signal électrique. Dans de tels cas, il doit être converti en un signal électrique à l'aide de transducteurs ou de capteurs appropriés. Voir le chapitre sur les capteurs pour plus de détails. Ensuite, ce signal électrique continu est connecté à l'entrée d'un convertisseur analogique numérique.
l'ADC. En général, la plage de signal ne peut être que positive, mais il existe aussi des convertisseurs bipolaires qui fonctionnent dans la plage négative également. L'ADC est un convertisseur qui transforme le signal électrique continu connecté à son entrée en un signal numérique, et l'équivalent numérique du signal analogique, mesuré périodiquement au moment de l'échantillonnage, apparaît à sa sortie. La figure montre un signal connecté à l'entrée d'un ADC, en vert, et le signal apparaissant à la sortie en rouge. Le temps c'est sur l'axe des X, et la valeur du signal est sur l'axe des XY. Après avoir marqué le maximum de la plage du signal, la plage est divisée en 8 parties égales. La plage de mesure est l'intervalle entre la valeur minimale et la valeur maximale du signal à mesurer, dans lequel nous voulons mesurer avec une certaine précision. La sortie numérique indique dans quel petit intervalle de plage le signal mesuré se situe. Par exemple, une valeur de 3 signifie que la sortie se trouve dans le troisième intervalle. Pourquoi avons-nous divisé la plage de mesure en 8 parties? Merci pour votre question. Ici, à titre d'exemple, nous avons pris 8, qui est la troisième puissance de 2. En général, les convertisseurs analogiques numériques utilisent des valeurs supérieures à cela, mais toujours une puissance de 2, par exemple 2 à la puissance 8, soit 256, ou 2 à la puissance 10, soit 1024. Cet exemple met en évidence plusieurs problèmes. Tout d'abord, le signal que nous avons reçu ne ressemble pas à l'entrée. La forme est différente. La figure montre que l'amplitude de crête de notre signal d'entrée est supérieure au maximum de la plage de mesure sélectionnée. Donc le signal de sortie est entré en saturation, ce qui signifie qu'il a atteint la valeur maximale possible. Ce phénomène indique que l'échelle complète de l'ADC sélectionnée, c'est-à-dire la tension analogique d'entrée maximale que le convertisseur peut mesurer sans saturation, est trop petite. Nous pouvons distinguer deux types d'ADC. Les ADC unipolaires peuvent mesurer entre une tension de référence et la Terre, tandis que les ADC bipolaires peuvent mesurer dans une plage symétrique autour de la Terre. Le microcontrôleur Atmel utilisé dans nos mesures possède également un périphérique ADC. Sur certaines de ces broches, nous pouvons mesurer et numériser la tension qui y apparaît. La fiche technique du microcontrôleur révèle indirectement qu'il s'agit d'un ADC unipolaire, car il possède une broche appelée référence analogique, la REF, qui signifie référence analogique de l'ADC, broche d'entrée de tension, et seule une tension positive peut être connectée à cette broche. Nous pourrions diminuer la distorsion en mesurant plus fréquemment, en augmentant la fréquence d'échantillonnage, ce qui réduit ainsi la période d'échantillonnage. Les formes d'ondes avec une fréquence d'échantillonnage plus élevée sont montrées dans la figure 2 documentation. L'axe horizontal montre que nous échantillonnons le signal analogique à des intervalles plus petits. Une autre façon de diminuer la distorsion est de rendre les intervalles sur l'axe IG plus petits. Comme vous pouvez le voir dans la figure 3 du matériel écrit, le nombre d'intervalles est appelé résolution, ce qui indique combien de valeurs différentes le signal d'entrée analogique peut être converti par le dispositif. Ceci est généralement donné par le nombre de bits. Dans notre exemple, l'ADC 10 bits a une résolution de 2 à la puissance 10, donc il divise la plage de mesure en 1024 intervalles égaux. Si la tension de référence est X, alors nous pouvons mesurer avec une précision de X divisé par 1024 volts. Cela nous amène au prochain concept important, le LSB, qui signifie bit de poids faible. Le LSB montre la plus petite différence de tension d'entrée nécessaire pour changer le bit le plus bas de la sortie, c'est-à-dire, c'est la tension d'un pas numérique. Le plus petit bit de la mémoire est nécessaire pour effectuer un changement, c'est-à-dire combien un numérique, le LSB peut être calculé avec cette formule. Le LSB est égal à KT divisé par 2 à la puissance n-1, où KT est l'échelle complète et n est le nombre de bits du convertisseur AD. Voyons un exemple. Calculer le LSB, ou bit de poids faible,
d'un ADC 10 bits si la tension de référence est de 5 volts. Elle a aussi la forme laquée, le Heitig Bit Airtaker. Dans notre cas, notre contenu de contrôle va de 0 à 5. La plage d'entrée va de 0 à 5 volts, donc le KT que nous venons de voir est égal à 5 volts, et le nombre de bits est 10. Donc, le LSB est égal à 5 volts divisé par 2 à la puissance 10-1, donc 5V, divisé par 1023, ce qui est environ 4,80 mm. Dans l'exemple précédent, il est clairement visible que les ADC doivent être sélectionnés avec soin. En réalité, un ingénieur doit toujours faire attention au prix également. Plus nous choisissons un convertisseur analogique numérique précis et à haute résolution, plus il sera coûteux. Et pour les dispositifs à fort volume, c'est un aspect très important. Regardons les différents modes de fonctionnement des ADC, en particulier l'ADC dans le microcontrôleur Atmega 16A. Une description détaillée est donnée dans le chapitre 22, Convertisseur analogique numérique. Le premier est le mode asymétrique, ce qui signifie que la tension mesurée sur le canal d'entrée est relative à la tension de référence. Dans ce cas, des signaux séparés peuvent être connectés à chaque broche d'entrée. Nous utiliserons ce mode pour les mesures utilisées dans ce chapitre du programme. L'autre mode est le mode différentiel ou symétrique, où les signaux d'entrée circulent sur 2 fils au lieu d'un seul. C'est particulièrement important pour les signaux à haute fréquence, qui sont supérieurs à 1 à 10 MHz, afin d'éviter le bruit indésirable. La conséquence de cela est que nous ne pouvons pas utiliser chaque fil individuellement, mais seulement par paire. Si davantage de canaux différentiels sont nécessaires, alors un autre type de microcontrôleur ou un ADC externe devrait être choisi. Et cela nous amène à la fin de la première vidéo. Dans le deuxième épisode, nous allons essayer le convertisseur Atmega AD en pratique. Au revoir. Au revoir.